Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec une partie de l'équipe de Kaedama. Pas tout le monde malheureusement, il nous manque quelqu'un. On fait semblant qu'il y a quelqu'un en plus. Nous avons sur le canapé Antoine Boza, bonjour Antoine. Salut. Corentin Lebras, bonjour Corentin. Enchanté. Théo Rivière, bonjour Théo. Salut Martin, comment tu vas? Ça va très très bien, je suis ravi d'être avec vous. Alors il manque l'un des auteurs de Dead Cells, c'est le jeu dont nous allons parler essentiellement aujourd'hui. Ludovic Maublanc n'est pas parmi nous, exceptionnellement quand même. Mais il est dans notre cœur quand même. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, il est très souvent au chalet sans aucune raison valable aujourd'hui. Il est au pays Et là, il devrait être là. Il fallait parler de Dead Cells. Monsieur Ludovic Maublanc est au Canada. Alors, on va pas lui en vouloir puisque Dead Cells est un jeu qui est publié par le Scorpion Masqué, qui est un éditeur québécois. Donc, il est dans les locaux du Scorpion Masqué. On va le retrouver dans la deuxième partie de cette émission. On va se connecter à lui. On va utiliser nos systèmes, internet plutôt. Ludovic, qu'est-ce que tu nous entends? Nous allons utiliser le système internet. Allô, connecté à Ludovic Maublanc. J'appelle tout de suite les internets. Allô Ludovic. On va parler aussi avec l'équipe de Scorpion Masqué puisque vous avez travaillé sur ce jeu qui est un jeu vidéo pour ceux qui connaissent bien les jeux vidéo, un roguelite qui est publié à l'origine par Motion Twin et vous avez travaillé sur la version board game. On va avoir l'occasion de découvrir un petit peu ce travail-là. En particulier, j'ai une petite frustration parce qu'on fait un canapé tous ensemble et en préparant ce canapé, j'ai passé un petit moment à regarder les jeux de Théo Rivière, les jeux d'Antoine Boza, les jeux de Corentin Lebras, les jeux de Ludovic Maublanc et on s'est dit, purée, il y aurait vraiment de quoi faire 1000 sujets de conversation, d'échange, de partage. Mais là, on a un gros sujet à aborder, qui est la conception de ce jeu, et ça va pas mal nous occuper. Donc je vous dis déjà, il faudra que vous reveniez. Bah oui, il faudra faire un capé. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses sur, évidemment, votre parcours, qui est richissime. Il m'a teasé sur mon parcours, quoi. J'ai envie de savoir. Ah bah oui, non, mais c'est vrai. Il est super quand même. Ah, on en parlera un tout petit peu quand même. Dans la deuxième partie, on va donc se connecter, on changera de pièce. On ira de l'autre côté dans le studio Twitch d'un monde de jeu pour avoir une petite discussion avec les autres créateurs du jeu, l'éditeur et Ludovic Maublanc, et un peu le studio Motion Twin également. Et puis Dead Cells, donc c'est un jeu vidéo que vous connaissez sans doute parce qu'on en a beaucoup entendu parler, un jeu vidéo français à l'origine, Tout à fait. un roguelite. Donc français parce que développé par un studio bordelais. Je crois que c'est un Bordeaux. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. On en parlera peut-être, mais j'ai eu l'occasion d'aller les visiter. C'est vrai. Ouais, pour leur faire jouer aux jeux de société, justement. Alors pas un très gros studio, mais j'ai cherché des informations un peu sur ce studio-là. Au départ, ils n'étaient vraiment pas nombreux. Non. Quelques petits jeux, puis il y a eu un boom avec Ouais. Dead Cells qui vraiment a convaincu pas mal de monde. J'ai regardé 2 600 000 exemplaires Oh, c'est vendus. plus que ça. C'est plus que ça maintenant. Ouais, c'est une vieille info alors que j'ai C'est trouvé. au moins plus de C'est- 5 millions sur c'est la 5 partie millions sur console mobile, PC ouais. et il y a Ouais. au moins 5 millions mobile en fait. Je pense que ton 2 600 000, c'est une C'était- annonce sur le mobile à un Ouais, moment un truc donné. de presse. Ouais. J'avais trouvé peu d'articles en réalité. Mais Mais c'est compliqué de trouver les chiffres. J'ai cherché Ouais. il n'y a pas très longtemps, Ouais. mais c'est jamais facile. Mais ce qui est rigolo avec Motion Twin, c'est que c'est un studio qui vient historiquement qui est lié aux jeux Flash et aux jeux en Ouais. PHP sur ordinateur. Téléphone, Vous les connaissez peut-être parce qu'ils avaient fait un truc qui avait bien marché qui s'appelait La Horde, qui était un jeu de gestion de village pendant une attaque zombie coopératif à plusieurs. C'était à l'époque où on jouait sur ces trucs en PHP. Là. Il y avait O-Game qui était un peu. ouais. Moi, c'est celui au collège tout le monde jouait. Et ils ont vraiment fait beaucoup de trucs en Flash, ils ont été assez présents. Mais Dead Cells les a fait passer à un cap fondamentalement plus grand, quoi. Ouais, oui, clairement. Ouais. C'est leur très 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 gros succès. Alors on rappelle ce que c'est qu'un roguelite, c'est un jeu dans lequel on évolue avec des niveaux qui peuvent être générés aléatoirement, qu'il va falloir affronter, et il y a un but du jeu, mais on va revenir facilement au départ, on va se relancer, on va revivre les mêmes parties, on va essayer de perfectionner un petit peu à la fois notre skill, mais aussi au sein d'une même partie s'améliorer pour pouvoir aller de plus en plus loin. C'est pas du tout un jeu de cartes ou un jeu de société. Non, non, non. Strictement rien à voir avec du coup ce sur quoi vous avez travaillé, parce que cette adaptation, c'est pas une adaptation fidèle du jeu vidéo. C'est pas un portage. C'est pas un copier-coller, disons, C'est pas ouais, ce qu'on c'est appelle ça. un portage dans le Ouais. jeu vidéo. Tu Exactement. transfères la même expérience sur un autre support. Pas Là, c'était pas possible parce Ouais. que c'est ça. vraiment un jeu d'action Ouais. ultra péchu et un jeu de société, bon, c'est compliqué à faire. À moins de faire un truc en temps réel un peu bizarre. On y a réfléchi, je me souviens. Ouais, ça, bah, ça a on y a été dans réfléchi, nos mais- one story. Donc on a fait, ouais, je sais pas comment on appelle ça, une adaptation, mais pas une transposition de l'expérience que tu as dans le jeu vidéo. C'était pas forcément qu'on voulait pas, mais c'est effectivement, comme disait Antoine, impossible à faire en fait, sans faire un truc complètement fouillis et qui ait aucun propos réel, quoi. Je crois qu'on voulait pas aussi quand même. Non. En vrai, parce qu'il y a vraiment Ouais. ce truc de. Bah, la meilleure expérience de Dead Cells, proche de Dead Cells, c'est Dead Cells. C'était une très grande phrase, mais on avait le envie de même mot. proposer quelque chose qui puisse enrichir l'expérience. Et si vous avez aimé l'univers ou si vous voulez découvrir quelque chose qui rend hommage sur plein d'aspects, bah, le jeu de société a été pensé pour. Mais en fait, on pouvait pas faire un aussi bon jeu
si on le copiait-collait, donc on a préféré faire autre chose. Et pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo, c'est un jeu uniquement solo aussi. Mm. Et nous, l'intérêt c'était quand même de faire un jeu de société où on puisse jouer à plusieurs. Donc, Oui, bien sûr. Coopératif. Et donc là, coopératif pour le coup. En fait, je crois que notre chance pour le coup sur ce jeu, c'est aussi que le jeu vidéo est très éloigné d'un jeu de société. Donc de toute façon, on allait être obligé de créer, quoi, en fait, et pas juste de transposer quelque chose. Et ça, je pense que c'est toujours mieux de partir sur une base complètement vierge et d'essayer de juste retranscrire les sensations du jeu plus que copier-coller les mécaniques. Alors justement, tu nous parles des sensations du jeu, et on va retrouver, même si ça n'a rien à voir, on va retrouver des éléments qui sont communs, et les joueurs de Dead Cells vont les retrouver avec plaisir, j'imagine, parce que tu as quand même envie de trouver quelques éléments. Alors pas que l'univers, pas que les personnages, il y a certaines sensations qu'on retrouve à l'intérieur du jeu de plateau. Ouais, exactement. Clairement. Bah, notamment, je pense la plus forte, c'est la sensation d'urgence et de mort imminente. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, dans les roguelites, en fait, on va beaucoup mourir sur les premières parties pour refaire le jeu un peu plus fort, mourir, aller plus loin, remourir, et aller de plus en plus loin jusqu'à la fin du jeu. Et ça, clairement, on l'a voulu dans le jeu, donc d'une manière légèrement différente que ce qu'il y a dans le jeu vidéo, mais c'est le point d'accroche du truc. En fait. La notion de permanence, c'est le cœur de notre système, de débloquer des choses et d'avoir envie de rejouer. C'est ce qui nous apportait le plus, et c'est en soi la très grosse originalité du projet, c'est cet aspect, on va se déplacer dans un donjon, c'est une sorte de dungeon crawler un peu, Ouais, un petit pas à peu, 100%, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais en même temps, il y a cette particularité de on va perdre, mais on va progresser pour aller vers une victoire qui va être assez lointaine quand même. Et le challenge pour le coup, c'est que c'est un jeu où tu perds et faut que tu sois pas frustré dans le sens ok, j'ai perdu, j'ai pas envie de rejouer, quoi. Ce qui est très dur à faire, c'est tu veux faire perdre tes joueurs, mais tu veux qu'ils aient absolument envie de rejouer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a été dur, hein. On a galéré très longtemps sur cette sensation-là de soit, enfin même pas soit, c'est pendant très longtemps la défaite était trop frustrante et donc on perdait, on avait joué trop longtemps, on était un peu genre c'est super, j'ai pas passé une mauvaise partie, mais j'ai pas envie de rejouer. Et ça, nous, on a dû triturer plein de critères pendant plein de versions. C'est un jeu, on y reviendra, mais sur lequel on a passé énormément de temps et sur lequel on travaille depuis longtemps. Et ça a été un des plus gros défis, je pense. Et c'est un défi qui a la plupart du temps sur les coops, en fait. C'est ce truc de on veut perdre, mais on veut rejouer quand même derrière pour essayer de battre le jeu. Et je pense qu'on y est pas mal arrivé, en fait, pour le coup. En tout cas, on est satisfait. L'autre élément qu'on a pas mal émulé, je pense, et qui a été au cœur du développement dès le départ, c'est les combats dans le jeu de société sont extrêmement rapides. Ouais. On n'est pas sur des combats où on prend le temps de faire une grande stratégie, on va poser plein de cartes, on fait plusieurs rondes, on jette des dés, parce que on avait besoin, et il y a une version avec des dés, je l'avais oublié. Il y a eu des versions. Il y avait pas de version. Elle m'est revenue soudainement, c'est le dé en pixels là, que j'avais fait. Et non, là, il y a un combat dans Dead Cells, on arrive, on trouve des ennemis, on fait le combat, ça dure entre 1 et 3 minutes, je pense, grand maximum. Ouais, grand max. Et à l'issue de ça, on continue d'avancer. Et ça a été très tôt dans la réflexion, et c'était important pour nous d'avoir cet aspect. On copie d'une certaine manière la fluidité et le rythme du jeu vidéo, mais à la manière d'un jeu de société. Et c'est venu aussi par justement cette envie d'avoir des parties courtes, en tout cas sur les premières parties. Parce que si on veut rejouer, alors on n'oblige personne à rejouer immédiatement, mais on avait envie de donner ce goût-là. Et donc si on veut rejouer immédiatement, il ne faut pas que notre première partie ait duré 2 heures, sinon c'est problématique, ça te prend une journée entière. Hein, Moi je vais me coucher. Donc voilà, on a essayé de ramasser ça sur une première partie qui peut éventuellement presque atteindre les 20 minutes sur des gens qui ont l'habitude du jeu et qui jouent vite, mais sinon plus probablement entre 30 et 45 minutes. Alors le jeu est régi par un système de cartes, chaque joueur a ses cartes en main, des cartes qui sont basiques au départ, qu'on va pouvoir améliorer, et il y a un aspect de loot qui est très très important dans ce jeu. À la fin de chaque run, on va avoir la possibilité d'améliorer le plateau et les cartes qu'on a en main, mais pas uniquement à la fin des runs, même à l'intérieur d'eux-mêmes, on va avoir des équipements qu'on va récupérer. Ça arrive tout le temps en fait dans le jeu. Il y a en fait 3 ressources, je dirais. Il y a les cells que tu vas dépenser entre les parties. Ouais. L'argent qui sont là des dents en or que tu vas dépenser entre les biomes, donc dans les phases de ta partie. Et après tu as tout un système d'équipement qui peut être dynamique, tu vas changer ton épée contre un bouclier ou contre une arbalète ou contre un piège. Et là aussi c'est de manière plus dynamique, tu peux changer encore plus régulièrement, quoi. Donc on a vraiment essayé d'espacer pour que tu aies toujours du changement, mais aux différentes échelles du jeu, quoi. Il y a vraiment l'échelle du combat, l'échelle du biome et l'échelle de la partie et donc du metagame, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle de run, tu parlais de run, c'est dans le jeu de vidéo, on utilise ce terme-là pour parler d'une partie en fait. Et de loot aussi, je ne vais pas expliquer spécialement. Loot, c'est effectivement l'équipement qu'on pourra récupérer ou les objets qu'on pourra récupérer sur les ennemis qu'on terrasse ou dans les trésors, quoi.
terrasse. Ah oui, on terrasse. C'est vrai que tu fais de la maçonnerie. On vulgarise un petit peu. Alors, vous êtes des auteurs qui sont très différents. Quand on regarde les jeux de Théo Rivière, c'est pas forcément les mêmes que ceux d'Antoine Bozat, ni ceux de Ludovic Maublanc, ou de Corentin Lebras. Mais malgré tout, il y a quelque chose que je retrouve à la fois dans les jeux que vous faites habituellement, et puis dans celui-ci, c'est, même en jouant, on le ressent, c'est la sensation de plaisir, la réflexion sur cette sensation de plaisir qui est permanente. À chaque fois, en jouant au jeu, je me suis rendu compte que, ah oui, là, on est en train de jouer, mais directement, je vois où je prends du plaisir, dans ce fameux loot, dans le fait que je vois tout de suite que ça va progresser, que je vais pouvoir m'améliorer au fil du niveau, dans le fait d'être tout le temps actif, puisqu'on joue ses cartes, et pas non plus avoir un choix qui est énorme, qui nous perd complètement, puisqu'on a finalement, on a 5 cartes en main. 3, on a 3 cartes en main, je l'ai augmenté. Donc on a un choix qui est relativement limité, ce qui ne nous perd pas complètement. Je ne sais pas si c'est un point commun dans votre ludographie, mais j'ai quand même l'impression que vous réfléchissez pas mal à cette notion-là, peut-être du fait que vous travaillez souvent ensemble. Je pense qu'on partage aussi un goût de, moi j'appelle ça les jeux qui font sting, d'avoir des récompenses régulières. Et je pense que aujourd'hui c'est important, moi j'aime bien d'avoir des arbitrages dans les jeux, avoir une réflexion de est-ce que je joue ça ou je joue ça, c'est un truc qui est important pour qu'il y ait de la prise de décision. Mais j'aime pas quand un jeu me récompense de manière fastidieuse. Notamment dans les gros jeux à l'allemande, c'est des fois un peu le cas. Si moi il faut que je dépense 2 ressources pour prendre 3 ressources, pour dépenser 3 ressources, pour prendre un autre truc, pour gagner un point, l'enfer quoi, ça m'angoisse en tant que joueur. J'aime bien ça, c'était pas un jugement ce que je disais. Pareil, moi j'aime pas ça, mais je comprends. Là où on parle, je sais pas pourquoi c'est le premier, parce que je pense qu'il en a parlé un peu en interview, mais quand je pense à un jeu comme Acropolis par exemple, de Jules Messo, Acropolis t'es tout le temps un peu content de faire des trucs. Tu récupères des ressources, tu mets tes tuiles, et cette petite valorisation, moi, elle est importante chez moi, parce que en fait, j'aime bien le plaisir, effectivement. Et donc il y a cet aspect de tu vas être tout le temps un petit peu récompensé. Exactement, mais c'est un peu l'inverse de certains jeux où t'es tout le temps dans le dur, en permanence, toute la partie, puis à la fin, oh j'ai gagné. Il y a le truc, la satisfaction qui est à la fin. Là, c'est presque l'inverse, parce qu'à la fin, j'ai perdu, quoi. Sauf, très souvent, j'ai perdu, mais pendant la partie, t'as plein de petites victoires qui arrivent en permanence, donc on est tout le temps, on a encore battu, on va peut-être y arriver. Puis non, on perd quand même au final. Il va falloir apprendre à perdre. Oui, aucun doute. Mais cette petite déception de la défaite, qui ne l'est pas vraiment en fait, parce qu'on a passé une bonne partie ensemble, elle n'arrive qu'à la fin. Oui, bien sûr. Et pas forcément tout le temps, pour le coup, en fonction des parties, de là où vous êtes avancé, ça peut se terminer aussi par une victoire. Et il y a un autre élément, je pense, qui nous porte en game design, en tout cas, à chaque fois que je dois citer un exemple, c'est Seven Wonders quand j'en parle, mais c'est cette notion d'avoir construit quelque chose. À soi, et là, en faisant un coop au global, mais dans Seven Wonders, c'est souvent l'exemple de, à la fin j'ai perdu, je suis un peu déçu à ce que j'ai perdu, mais devant moi j'ai mon plateau merveille, j'ai tout ce que j'ai construit, et je suis un peu fier de moi, donc je suis un peu content et je m'en fiche un peu d'avoir perdu. Dans Dead Cells, à la fin on a perdu collectivement, donc on est un peu déçu d'avoir perdu, mais on a récupéré un équipement, on a débloqué un nouveau plan, on a peut-être récupéré une nouvelle carte, puis je regarde un peu le build de mon personnage et je suis un peu fier de ce que j'ai fait. Et ça c'est hyper valorisant, moi c'est en tout cas ces deux éléments qu'on a évoqués, c'est deux choses que j'ai conscientisées et qui me portent en termes de game design. J'ai envie que ça soit le cas, parce que c'est comme ça que je m'amuse. Alors il y a plein d'options aussi, puis on n'est pas, comme je le disais, on n'est pas perdu sur le choix. Il n'y a pas 1000 choix à faire, finalement on a 3 cartes, et dans les 3 cartes, des fois on hésite entre 2, essentiellement, on se dira celle-là non, alors laquelle je vais jouer, t'as pas de... Est-ce que c'était compliqué ça justement de donner l'impression qu'il y a plein d'éléments partout, qu'on va pouvoir aller dans plein de directions, mais finalement ne pas perdre les joueurs? À nouveau, la grosse contrainte qu'on avait, c'est qu'il fallait que la durée de partie reste courte. Donc forcément, si tu mets une très grande profondeur de choix, t'as beaucoup de réflexion et donc ton rythme de partie s'écroule, quoi. Et nous, on ne pouvait pas se permettre ça. On s'est même forcé à restreindre sur certains trucs, alors qu'on aurait aimé peut-être un peu plus des fois. On s'est dit, non, ça va amener beaucoup trop de discussions entre les personnages, donc on va s'arrêter là, quoi. Est-ce qu'il y a une contrainte du fait de faire un jeu qui risque d'être acheté par des joueurs qui ne sont pas nécessairement des joueurs de jeux de société? Est-ce que ça vous a posé problème, ça? Je suis pas sûr. Après, c'est quand même pas un jeu familial non plus. Non, il y a de la mise en place. Il y a de la mise en place, il y a un peu de deck building, un peu de permanence, un peu de truc, il y a pas mal de choses. On a essayé de le faire assez... Je pense qu'on a réussi à faire, c'est que tout est visible en fait. Tu n'oublies pas de règles parce que le matériel te dit toujours ce que tu dois faire en lisant le matériel de gauche à droite. Donc c'est pas un jeu compliqué non plus, je pense. Mais oui, on n'est pas non plus dans un jeu... Parler d'Acropolis, on n'est pas dans Acropolis non plus. Aussi parce qu'on s'adresse à des fans de jeux vidéo, donc qui ont une certaine habitude de jeu. Et parce que je pense qu'on va toucher, on se projette un peu sur qui voudrait acheter ce jeu, mais à la fois les joueurs et les joueuses de jeux de société qui aiment les jeux coop, les expériences un peu immersives, le côté permanence et je vais rejouer, les jeux à campagne, moi je suis typiquement client de ça, et les joueurs de jeux vidéo fans de Dead Cells, mais j'ai l'impression que ça nous a pas mis une grande pression parce que comme on était en contact avec la Motion Twin et Heavy Empire, comme on a beaucoup joué aux jeux vidéo, comme on a beaucoup discuté,
je pense qu'on a un très bon produit pour les fans, et que il y a un aspect un peu, quoi qu'on fasse, les fans hardcore, ils vont l'acheter, en fait. Donc nous, il fallait juste qu'on arrive à respecter la fandom et de se dire, ok, quand ils vont l'acheter, ils vont pas être déçus en se disant, oh, c'est un jeu de loi Dead Cells, c'est nul. Oui. Et donc, à partir de là, en fait, si t'es fan d'un truc de ouf, tu feras l'effort de lire les règles, même si elles sont un peu compliquées, donc on s'est pas trop mis la pression sur ça, je pense. Alors justement, sur cette collaboration, comment vous êtes arrivé sur ce projet Dead Cells? C'est un projet de commande? Oui, tout à fait. Voilà. Prochaine question. Passé par Kaedama, et Kaedama, c'est de toute façon... c'est Scorpion Masqué. C'est Scorpion Masqué qui est venu vers nous. Ouais. C'est même Manu et Christian Sanchez. Manu, Et Christian. Oui, tout à fait. Ouais. C'était Manu. Manu et Christian. Donc Manu, j'ai mangé son nom, on l'appelle toujours Manu Sanchez, et Christian Lemay, qui depuis n'est plus chez Scorpion, mais bon, à l'époque il y était, quoi. Il y a encore un peu. En fait, c'est aussi des fans de jeux vidéo et de roguelite, et qui nous ont dit, Team Kaedama, je crois que vous aimez bien ça, faites-nous un roguelite, quoi. Parce qu'eux, ils avaient déjà discuté avec Motion Twin? Non, pas encore. Non, Là, l'histoire va devenir Là, on est en pré-licence Dead Cells. Ouais. Ils veulent un jeu roguelite. Ils veulent un jeu roguelite. Et nous, on aime bien ça, effectivement. 2018 ou SN 2019? C'est un Essen... Je sais pas, mais c'est regarder. en 2018 peut-être. Je regarde. Un Essen pré-Covid. Oui. Ils avaient Lequel, pas encore je sais Zombie plus. Donc Ouais, ça a pris un certain temps à développer. La première discussion, on parle pas du tout de Dead Cells. Ouais. On parle pas Motion Twin et tout. On nous dit juste, on aime ça, il nous semble que vous aimez ça, ça nous plairait, faites-nous un jeu. Et nous, effectivement, on dit, oui, on aime ça. Et notamment, on joue beaucoup à ce petit jeu-là français qui s'appelle Dead Cells. Et tant qu'à venait de faire... sortir, je crois. Ah, c'est vous qui l'avez proposé, Dead Cells? Ouais. C'est même Théo qui connaissait quelqu'un. C'est SN 2019, du coup, j'ai vérifié. 2019, juste avant. Et effectivement, on discute et on se rend compte qu'on a Dead Cells en référence commune et que le jeu nous plaît à tout le monde, aux deux entités. Et j'ai un copain qui bosse dans le jeu vidéo, qui bosse aussi dans le jeu de société d'ailleurs, et dit peut-être ce mec, je peux le contacter, il est chouette. Si jamais il y a quelqu'un qui peut nous mettre en contact avec Motion Twin, c'est forcément lui. En fait, ça coûte rien de lui faire un mail, je lui fais un message, quoi. Et c'est vraiment ce que je lisais pour retrouver la date, notre débrief des scènes. Et effectivement, c'est ça, on a vu le Scorpion Masqué, machin. Je vais envoyer un mail à... Je sais pas si je peux dire son nom, pas très important. Je vais lui envoyer un mail pour voir si la porte est ouverte. Et la porte est super ouverte. Mais là, on est arrivé après à une situation, moi je me souviens, qui me stressait énormément. Parce que nous, dans la manière dont on travaille avec Kaedama, c'est les maisons d'édition vont nous faire une commande. À l'issue de ça, on va y réfléchir, on va proposer un concept de jeu. Et à ce moment-là, si ça leur plaît, on signe un contrat. Mais si ça leur plaît pas, ou si nous on n'a pas d'idée, on signe pas de contrat. Et donc là, il me propose ça, on se chauffe, j'envoie un mail à mon pote, il envoie un mail à Evil Empire, donc Motion Twin, Dead Cells est géré par un autre studio qui est interne qui s'appelle Evil Empire. Donc on envoie un mail à Evil Empire, on est en contact, tout se passe bien, ils sont cool, ils sont plutôt motivés, je les mets en contact avec le Scorpion Masqué, et puis là mon boulot s'arrête là, je vais pas négocier le pourcentage de la licence, c'est pas mon travail. Et ils arrivent à se mettre d'accord avec le Scorpion Masqué. Sauf que nous, on n'a pas encore livré notre produit proto. Et pendant un temps, je me dis, si jamais on n'arrive pas à faire un truc qui leur satisfait, ou si nous, on n'y arrive pas, qu'on a créé ce contact, que la licence existe, et que c'est un autre auteur ou une autre autrice qui fait le jeu, je serais d'une tristesse inconsolable. C'est impossible. J'ai pris la licence de mes rêves, j'ai réussi à l'amener sur la table, trop bien, trop facilement. Si je fais pas le jeu, ça va être atroce, quoi. Donc il y avait une petite pression très positive, et je pense qu'à posteriori, le Scorpion Masqué nous aurait laissé toute la place pour qu'on puisse faire le jeu aussi par amitié et par respect sur tout ça. Mais vraiment, ça m'a mis une pression en haut de se dire, les gars, là, tous les quatre, là, on y arrive. Hein. Si on n'y arrive pas, je vais être vraiment trop malheureux, quoi. Et donc, très content d'avoir réussi à leur proposer un concept qui les a satisfaits, parce que c'était un peu de pression. Ouais, clairement. Et puis un jeu qui passe par Kickstarter, c'est une pression particulière, ça, pour vous? Pas trop. Non, je crois pas. Non. Plus pour l'éditeur, je pense. Oui, surtout que c'est le premier Kickstarter. En plus, c'est pas des donc ils sont entourés, je crois, de la boîte de jeu, et il y a des très grands professionnels tout autour d'eux pour gérer ça. Ils se jettent pas tout seuls dans le truc. Donc ça devrait bien se passer, mais effectivement, c'était un questionnement pour eux de gérer ça, quoi. Puis en même temps, c'est un projet tellement atypique par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'éditer qu'il fallait passer par Kickstarter pour ça aussi, je pense. Justement, vous avez dit que vous étiez joueur de jeux vidéo. Une petite question comme ça, vous faites beaucoup de jeux vidéo par rapport aux jeux de société? C'est quelle proportion? C'est juste par curiosité. Moi, c'est moins que j'aimerais. Mais je suis plus attiré par le jeu vidéo que par le jeu de société. C'est vrai. Oui. En fait, quand on est au chalet ici, j'adore jouer avec tout le monde, mais parce qu'il y a des gens. Mais quand il s'agit de jouer pour le jeu,
je vais plutôt prendre un jeu vidéo que prendre un jeu de société parce que je m'amuse plutôt avec les gens autour de la table. Donc si c'est des personnes random, je préférerais jouer aux jeux vidéo. Théo ? Pas assez, clairement pas assez. Un peu pareil, j'aimerais... Et là, ça fait 2 ans que je joue beaucoup moins, j'avais une habitude de jeu plus importante, et puis le Covid m'avait bien remis dedans, j'ai rejoué énormément pendant ce temps-là, et puis là, je suis trop en déplacement, j'ai trop de trucs à faire, et donc paradoxalement, j'arrive pas à m'immerger complètement dans un jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas cette sensation que j'aime bien de... Tu rentres chez toi et tu te dis, là, je sais ce que je vais faire, en fait, je vais continuer ma partie. Je l'ai eu très fort l'année dernière avec Elden Ring du studio From Software, parce que je suis très très client des jeux From Software, et là il y avait un truc de je me réveillais le matin, je prenais un café et j'allais jouer à Elden Ring. Ah là là, les journées perdues. Je suis assez certain que là on est à quelques semaines de la sortie de la suite de Breath of the Wild, et je suis assez certain que ça va me faire ça, parce que Breath of the Wild m'avait fait ça très fort, et je pense qu'on est tous très excités de la sortie du jeu. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu à ce point-là, sur vraiment un côté de j'ai envie de ne faire que jouer à un jeu et j'y pense. C'est plus, il faudrait que je m'accorde un peu de temps libre, là je vais faire une pause au boulot, je vais jouer 1 heure à un jeu vidéo et puis bon, je vais arrêter et puis je ferai autre chose, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire que c'est pas du temps perdu en fait. Parce bon que comme on fait du jeu de société, on peut se dire on va peut-être trouver une petite idée, une mécanique. Moi il y a des jeux, on a quelques idées de proto avec Théo sur des idées fortes de jeux vidéo. On se dit on pourrait extirper ça, en faire quelque chose, un jeu de société si on le reprend comme ça, etc. Et après je crois qu'au-delà de ça, mais ça serait un très long canapé si on rentre dans ce débat, mais je pense que on a une logique très productiviste dans notre manière d'envisager le loisir, mais je suis assez content aussi de faire des jeux vidéo qui servent à rien, à part m'amener de la joie et de la détente. Tu vois, moi, Breath of the Wild, c'est le dernier jeu vidéo que j'ai fait. Ça remonte un peu, mais je le jouais en mode portable, justement, pour être arrêté par la plus de batterie. Je me disais, bon, faut que j'arrête, là. Ça fait trop longtemps. C'est un bon moyen, c'est malin. Ça montre une certaine addiction, mais effectivement. C'est un tip que je vous donne. Après, je jouais pas tant que ça. Antoine, toi, tu joues beaucoup aussi ? Non, je joue pas beaucoup, mais moi j'essaye de jouer régulièrement. J'ai toujours un jeu vidéo en cours ou quoi. Je joue un peu avec mon gamin qui est très jeu vidéo aussi. Mais pareil, je joue pas à tous les jeux auxquels j'aimerais jouer, puisque pareil, comme les jeux de société, il y en a beaucoup trop des biens en plus. Et puis là, pour le coup, on peut tomber sur des jeux qui prennent 110 heures, enfin des Elden Ring. Moi je suis sur Xenoblade, c'est 120 heures de jeu assuré, et même les Zelda qui sont à 80. Moi j'essaye de croiser un gros jeu, un petit jeu indé qui joue en quelques heures, un gros jeu, un petit jeu indé pour justement varier. Mais oui, ça prend du temps, il faut l'avoir. Et c'est là aussi où il y a sur les petits jeux indés, c'est là où il y a des petites pépites qui... Je te rejoins quand même, au-delà du fait que j'aime bien jouer pour ne rien faire, mais il y a plein de petits jeux indés qui m'ont donné des envies, soit en termes de direction artistique, soit en termes de game design, soit en termes de tout. En fait, c'est un milieu qui est tellement vibrant et tellement à part que je pourrais pas arrêter de jouer rien que parce que j'ai envie de savoir ce qui existe. Et c'est assez rigolo, comme on finira peut-être là-dessus, parce qu'après sinon on va parler que de jeux vidéo. C'est moi qui décide. C'est assez rigolo, tu vas voir. Je vais mettre un point final, si tu continues, je touche la table, Martin. C'est assez rigolo, comme je trouve que les deux médias se nourrissent en fait, parce qu'on tombe maintenant sur plein de jeux vidéo qui utilisent des cartes. Bon, il y a Slay the Spire qui est très connu, mais il y en a énormément qui sont vraiment... Quand tu les vois, tu dis en fait ça pourrait être un jeu de société. Vraiment, c'est que des cartes, c'est que... Et ça, je trouve que c'est chouette en fait pour le coup, parce que ça veut dire qu'ils ont certainement aussi un œil là-dessus. Et d'ailleurs, pour boucler un peu avec Motion Twin et Evil Empire, on a une personne qui travaille chez Evil Empire qui travaillait avant chez Libellune. Exactement. Arthur Descamps qui... On va parler de jeux vidéo pendant des heures, mais nous, on est avec Ludo qui n'est pas là et qu'on salue, on avait bossé à un moment, on était intervenu chez Ubisoft, parce qu'à un moment, les grosses industries du jeu vidéo se sont aperçues que leurs jeux avaient une durée de vie, et notamment les jeux à scénario, et après, plus personne n'y jouait, alors que les bons jeux de société, tu les ressortais 10 ans après. Donc ils s'étaient fait la réflexion, comment on peut faire que nos jeux, augmenter la durée de vie de nos jeux, et la conclusion qu'ils avaient eue, c'est qu'il faut qu'on trouve dedans des mechas ou des mini-jeux qui sont des mini-jeux de type board game, parce que c'est des jeux addictifs auxquels les gens reviennent, quoi. Donc il y a vraiment, même au niveau pro, tu vois, dans les grosses boîtes qui ont plein d'employés, on se pose ces questions de... En fait, le board game, les gens, ils rejouent au même jeu 10 ans après, nous, quand ils l'ont fini, ils l'ont rangé, ils passent au jeu suivant, et pourquoi nous on veut faire ça aussi, quoi. Et puis, il me semble que tu as fait des interventions en game design aussi. Oui, alors j'étais jeune, c'était... Quand tu t'y connaissais pas encore très bien. Ouais, c'est ça, c'est avant d'avoir bossé, t'enseignes avant. L'enseignement, c'est quand tu sais pas faire, puis quand tu sais faire, t'as plus le temps.
Et il y a avec Ubisoft d'ailleurs, il y a d'autres passerelles comme Nico Normandon, Manu Rozoy, l'auteur de Time Story, Nico Normandon qui fait ils avaient fait une cellule, à un moment, je sais pas si elle existe encore, mais ils avaient vraiment une espèce de cellule R&D où justement ils rencontraient des gens pas que des auteurs, d'ailleurs des éditeurs et tout, et ils essayaient de comprendre comment ils pouvaient intégrer ce qu'on appelle des mécaniques de jeux de société, ce que ça veut dire, dans du jeu vidéo pour notamment augmenter la durée de vie des jeux. Ouais. Et la porosité est intéressante parce qu'il y a aussi cette dimension de... On fait un peu le même boulot en termes de game design, c'est un peu les mêmes choses, sauf que nous c'est très rapide de faire un prototype. Moi je me suis retrouvé à faire une intervention chez King, l'éditeur de Candy Crush, qui m'avait engagé pour faire une conf sur le jeu de société, mais aussi pour faire un petit atelier workshop avec leur game designer et game designer sur allez on fait un jeu et on a une après-midi pour le faire. Ce qu'ils peuvent jamais faire, ils peuvent faire évidemment des prototypes papier de jeux vidéo, mais c'est pas la même sensation, alors que faire un prototype jouable et sympathique de jeu de société, ça peut se faire en une journée, ça sera sûrement pas le meilleur jeu du monde, mais c'était un exercice qui les intéressait pour développer la créativité, donc c'est clair qu'il y a des passerelles qui sont très cool. Alors on va changer de studio, on va aller discuter un peu avec nos amis québécois. Juste avant, on revient sur l'histoire de Kaedama un tout petit peu. Alors cette photo, c'est du teasing. C'est la photo qui est sur votre site, je suis désolé, mais je prends celle que je trouve. En fait, on n'a pas d'autres photos tous les quatre, je pense. Faut qu'on en refasse. Quand vous avez fait des photos, j'étais pas là, faut qu'on en refasse une. C'est vrai, puis on en a fait un peu à plusieurs. Entre-temps, j'ai pris 4 kilos et t'en as perdu 15, Corentin, donc on va la refaire. C'est du teasing de quand on fera un cahier d'AP. Un cahier d'AP. Quand on fera un cahier d'AP, on aura l'occasion de revenir un petit peu. Je regarde très rapidement. On fera une photo comme ça. Je t'ai dit que j'allais parler de ton œuvre. On commence par toi, du coup. Et voilà, regardez. Quelques extraits, j'ai pioché quelques jeux, alors complètement aléatoirement, parce qu'on va pas avoir le temps d'en discuter. Voilà, t'as fait ça. C'est quelques jeux de Corentin Lebras. Voilà ton œuvre. Bah écoute, pourquoi pas. Il n'y a pas de réaction à avoir. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, parce qu'ils n'ont jamais regardé le board game, ils sont juste intéressés à Dead Cells. Corentin Lebras, c'est pas n'importe qui, il y a pas mal de jeux, Trek 12, Lumen dont on va parler rapidement, Diabolo, tu te rappelles de Diabolo? Ouais, bien sûr, mais en plus c'est un de mes premiers, parce qu'il y en a 3 qui sont sortis la même année, mais effectivement là on a un panel même sur les années, puisque Diabolo c'est un des premiers, et Lumen c'est le dernier qui en date qui va sortir début mai, et Fou que j'ai fait avec Théo pour le coup. C'est vrai. Et Las Vegas avec Ludovic entre autres. Oui. Ça fait tout ce lien. Non, mais là, oui, effectivement. Oh, ça, c'est Ludo, ça. Alors, Ludovic Maublanc, Cyclade, qui va ressortir là dans pas très longtemps. Ouais, sur Kickstarter aussi. Sur Kickstarter. Stone, Mr. Jack, Cyrano, Rampage avec Antoine. Voilà, c'est pas mal de jeux à succès qui sont toujours disponibles ou qui connaissent plusieurs vies, ce qui est aussi révélateur de succès. Antoine, évidemment, on connaît Seven Wonders avec toutes ses déclinaisons. J'aurais pu mettre que du Seven Wonders en fait, parce que je me suis dit faut mettre Architect aussi. Il y a eu l'Asdor, mais bon, on fait une sélection quand même. Takenoko, Hanabi, Tokaido, Oltré. Beaucoup de jeux que les gens connaissent, même s'ils ne savent pas forcément qui est l'auteur, parce que le très grand public ne connaît pas les auteurs. Pas trop, non. Et puis Théo, une année formidable l'année dernière, avec Sea Salt and Pepper et Packet Chips qui sont 2 énormes succès. The Loop qui continue à très bien marcher. On a rajouté Nagaraja, j'aime bien moi ce jeu. Il est fini pourtant. Mais, ouais, je sais, je l'aime bien. Il est plus édité, mais au moment de faire le choix des 6 jeux, je l'ai mis également Sticky Chameleon, un jeu un peu foufou, Heroa qui vient de sortir. Voilà quelques-uns des jeux, on reparlera de tout ça. On a envie de s'attarder sur chacun d'entre eux, de discuter, de connaître l'histoire. Il y a vraiment de quoi passer du temps sur votre ludothèque. C'est un nouveau format, c'est le divan. C'est quelqu'un allongé, toi à côté, et puis tu discutes avec une personne. Un jeu, une histoire. Tu fais ça avec Ludo, il dort au bout de 5 minutes. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder, on ne pourra pas le faire là, dans cette émission-ci. C'est toujours frustrant quand vous venez, on a envie de dire plein de choses. C'est frustrant, c'est positif. La frustration est source de plaisir. Alors, je vous propose de rejoindre notre studio Twitch pour discuter avec l'équipe de Scorpion Masqué. On y va en se téléportant ? Exactement. Alors, on se retrouve dans notre studio Twitch avec nos invités exceptionnels, comme d'habitude. Incroyable. On a la chance d'être avec Arthur. Bonjour Arthur. Salut. Qui travaille chez Motion Twin. Alors, moi, je travaille chez Evil Empire, mais on travaille pour le compte de Motion Twin. Donc, c'est un raccourci qu'on fait souvent. Et on a Manu et Ludo qui sont en direct de chez Scorpion Masqué, dans une salle avec un décor des cryptos. D'ailleurs, on va vous parler en code pendant toute l'interview. Voilà, un filtre rouge pour nous voir. On s'excuse pour la qualité de son, parce que là, on fait de la visio. On a une antenne à Bordeaux avec Arthur et une antenne
au Québec avec Scorpion Masqué. Et de ce fait, bon bah voilà, vous connaissez la visio, on a connu ça pendant longtemps pendant les confinements. C'est jamais une qualité de son et c'est pour ça que nous on enregistre en studio d'habitude, on a une meilleure qualité de son, mais on avait envie d'échanger avec vous, on avait envie de reconstituer la team Kaedama déjà au complet, puisque Ludo, tu viens jamais au chalet, on n'a jamais l'occasion de des moments ensemble. C'est-à-dire le seul moment où toute la team se réunit au chalet, c'est quand je suis à Montréal, à l'autre bout du monde, quoi. Pardon, c'est toi qui as choisi. Hein. Je pense qu'il était. C'est vous qui avez choisi. Il y avait 2 dates et tout le monde était chaud pour celle-là. Je dis, on prend 5 minutes pour mettre au clair ce problème dans la team Kaedama. Ah, c'est pas si simple de faire des jeux à plein. Manu, t'étais un peu à l'origine de ce projet, si j'ai bien compris. L'idée vient de chez Scorpion Masqué. Oui, parce qu'en fait, en 2016 ou 2017, même avant que Dead Cells soit sorti, je pensais à l'époque, je commençais à travailler avec Christian et j'avais plein d'idées de jeux parce que je pensais que j'allais être à l'origine des jeux, ce qui n'est pas vrai. Auteur, c'est pas le même travail que éditeur. Et j'étais assez obsédé par le fait de travailler sur un roguelite parce qu'à l'époque, je jouais à Rogue Legacy, qui était déjà un roguelite vraiment cool. Et ça allait un petit peu nulle part. Et puis plus tard, avec l'arrivée de Dead Cells, quand j'ai joué à Dead Cells, c'était vraiment la révélation. Il y avait vraiment tout ce que je voulais dans le jeu. Et puis ce projet est ressorti. Et le fait qu'on ait travaillé aussi sur des jeux évolutifs avec Christian, donc avec Zombie Kids Evolution forcément, on avait déjà commencé à intégrer des mécaniques de jeux vidéo pour créer des systèmes évolutifs. Et donc, c'est là que c'est devenu vraiment un projet à part entière. Et avec Christian, de temps en temps, à côté, on développait un peu le projet, on faisait des petits essais de mécanique et tout, mais assez rapidement, c'est devenu évident que on avait besoin que même si on avait un projet qui était là, en fait, tout le système évolutif et pas du tout celui qu'il y avait là, mais il y avait une volonté, disons un cahier des charges pour le système évolutif qui existait, qui était un document assez conséquent, mais on n'avait pas de cœur de jeu et on n'arrivait pas à en faire quelque chose. Et donc c'est là où on s'est rapproché de Kaedama. Je pense que c'était à Essen quand Christian vous en a parlé la première fois. 2019, on va vérifier. Ouais. Essen 2019, donc là et si je me rappelle bien, Théo nous a dit mais là c'est exactement comme Dead Cells, c'est vraiment cool. Si on parlait, je connais quelqu'un chez eux. C'est ça. Vas-y, c'était Arthur, la personne que tu connaissais. En 2019, non, pas encore. Non, Arthur était pas encore là-bas et je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Donc c'était un long shot de se dire à mon avis mon pote il doit pouvoir les contacter. Et effectivement on l'a raconté un peu sur le canapé, mais il nous a vite mis en contact et on a vite échangé par mail, ce qui était agréable parce qu'à la fois Evil Empire Motion Twin était vachement à l'écoute et plutôt branché à l'idée de discuter et vachement accessible parce que français donc facile, donc c'était un truc qui avait l'air compliqué et qui nous faisait un peu peur. Un alignement des planètes. Je me souviens que j'ai envoyé le mail en disant ouais, il y a 5% de chance que ça marche, mais ça serait con de pas le faire. Et au final, c'était cool. C'était génial parce qu'on avait un projet qui était finalement un calque de Dead Cells et c'était vraiment naturel que ça le devienne au complet. Et d'habitude, pour avoir essayé plusieurs fois de travailler sur des licences, ça peut être vraiment compliqué. Et on a beaucoup plus de coups d'épée dans l'eau que de réussite pour essayer d'obtenir ça. Et là, c'était comme magique, ça s'est goupillé instantanément, puis tout le monde était on board, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est un aspect du projet qui est vraiment... Autant c'est un projet qui est très long, qui est compliqué à mettre en place sous plein d'aspects, autant ça a été la partie simple, alors que d'habitude, avec nous, c'est la partie plus compliquée, parce qu'on ne maîtrise pas tellement aller chercher des licences. Toi, Arthur, les licencieurs sont souvent les types les plus chiants de la Terre. Et là, en l'occurrence, avec Dead Cells, avec vous, ça va super bien, quand même. Ouais. Tu dis ça parce qu'il est là, mais... Bah oui. Arthur, toi, tu travailles donc chez Evil Empire. Evil Empire, pardon. Je veux dire la bonne chose. C'est compliqué pour moi. Non, mais tu connais très très bien le monde du jeu de société. C'est un univers que tu connais depuis longtemps. Tu travaillais dans une boîte de jeux de société auparavant. Oui, c'est pas forcément le cas de tes collègues. Comment c'est perçu le fait d'avoir un projet jeu de société dans une boîte qui fait du jeu vidéo? Et ben en fait, ça s'est fait un peu. Je savais même pas que c'était dans les tuyaux quand je suis arrivé en 2021. Et puis tout fraîchement débarqué du jeu de société.
Et puis, donc j'avais déjà croisé pas mal des têtes présentes dans ce call auparavant dans ma vie précédente. Et puis j'ai débarqué comme une fleur, j'ai commencé à faire du game design sur Dead Cells, et puis au bout d'un moment, quelqu'un est venu me voir en me disant hey, j'ai un call pour parler d'un projet de jeu de plateau pour Dead Cells, ah cool. Et il me dit ouais, l'éditeur c'est Scorpion Masqué, les auteurs c'est Clay Dama. Je dis ah ben je crois que je le connais. Et je me suis retrouvé débarqué dans un call où en fait je connaissais toutes les personnes présentes à peu de choses près. Et du coup, bah, c'est un peu pour ça que, enfin, ça a été un peu naturel du coup pour mes boss de venir me chercher moi en me disant, ouais, vu que tu as bossé un peu dedans, vu que tu connais un petit peu, j'avais déjà ramené on avait fait des soirées jeux et tout au boulot et tout. Et donc ils m'ont dit bah viens, et puis tu nous diras. Enfin, ça permettra un peu d'avoir quelqu'un qui comprend de quoi on discute, qui voit un petit peu jauger. Bon, après, en l'occurrence, connaissant les personnes impliquées, j'avais pas trop de doute là-dessus, mais ça permettait de rassurer des gens qui, pour le coup, dans l'entreprise, n'avaient pas forcément les clés pour comprendre exactement à qui on avait affaire, qu'est-ce qui distingue un projet sérieux d'un projet un peu fait par-dessus la jambe et tout ça. Alors, la relation avec... c'est votre première licence, hein, chez Scorpion Masqué, il n'y en avait pas... Ah si, oh non, il y a la Jean-Jean. Il y a la Jean-Jean, mais en France, on les a pas forcément vus, ces jeux-là. Non, effectivement, on avait du travail de licence qui se faisait, mais essentiellement au Québec. Donc, on a la Jean-Jean que tu as noté, qui est une BD pour enfants qui est très, très populaire au Québec, qui est... là, cette année, je sais pas où est-ce que ça en est, mais quand on a sorti le jeu, c'était parmi les numéros 1 des ventes de livres au complet au Québec. Donc c'est pour dire à quel point cette licence est forte ici. Et donc on a sorti un jeu de cartes sur une mécanique de jeu de pli autour de la Jean-Jean. Forcément, comme c'est local, c'est plus facile. Et avant ça, on avait sorti les recettes pompettes, qui était aussi une émission de télé très très populaire avec un présentateur télé très populaire. Donc ça a très bien marché au Québec. Il y a eu une version en France avec les recettes pompettes de Monsieur Poulpe. J'ai aucune idée de ce que ça a donné. On a vu passer une boîte à un moment, mais je pense que c'est resté plus confidentiel. Le jeu est sorti. Vous avez fait. C'est votre version qui est sortie adaptée? Oui. Ah, d'accord. Zéro vu passer quoi. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué de faire un jeu à licence, même quand ça se passe bien, parce que forcément, quand on fait une validation, il y a plusieurs étapes. Donc là où il y a eu le plus de travail, c'était sur tout ce qui est visuel, parce que comme Arthur le disait, d'un point de vue mécanique, on faisait de temps en temps un check et puis un test, mais c'était pas sûr. À chaque fois qu'on intègre une mécanique, on doit réécrire pour savoir si ça fonctionne. Ça a été plus à des moments clés pour vérifier qu'on allait dans la bonne direction. Mais pour ce qui est des images, on l'a fait à chaque image. À chaque fois qu'un illustrateur envoyait une image, moi, je la validais ou je lui demandais des modifications. Une fois que j'étais satisfait, je l'envoyais du côté de Motion Twin et Evil Empire. Eux validaient ou demandaient des modifications et on recommençait comme ça jusqu'à ce que l'image soit faite. Donc ça peut être extrêmement frustrant et compliqué pour tout le monde quand on est avec des ayants droit qui sont problématiques. Mais là, c'est pas le cas. Donc c'était vraiment fait avec beaucoup de bienveillance et qui n'était pas tant dans un but de protéger la maison plutôt que de s'assurer que on respectait l'esprit général. Donc ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu quelques éléments qui ont été plus compliqués, mais dans l'ensemble, la plupart des validations des monstres et des armes, elles sont faites, on envoyait l'image, en fait j'envoyais un paquet d'images, on envoyait 10-15 images, puis 13 étaient validées, 2 avaient des petites modifications, quoi. Donc ça a été vraiment bien. On a eu une phase au début pour fixer la DA, parce que comme le disait Arthur, on ne pouvait pas utiliser la DA du jeu tel quel, parce qu'on ne voulait pas que le jeu ait une apparence de pixel art, on voulait vraiment que ce soit un jeu de société à part entière. Eux, de leur côté, il n'y avait pas de concept et de dessin qui servait à la construction du jeu beaucoup. Donc tout ce qu'on avait, c'était ce qui est l'essentiel existe en pixel, et ensuite les quelques images qui servent de key art. Donc à chaque fois qu'il y a un DLC ou quoi, il y a une image qui sort. Mais là aussi, il y a plusieurs styles différents qui sont utilisés. Il y a les petits dessins animés qui étaient encore dans un style différent. Donc, en dehors du pixel art qui était vraiment le canon de Dead Cells, on n'avait pas d'image qui était ça, c'est exactement le type d'image non pixel de Dead Cells, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, il a fallu trouver cette DA qui fonctionnait pour le jeu de société, qu'on était capable de décliner, parce que c'est chouette d'avoir un concept ou une image qui marche bien, mais derrière, il y a des centaines et des centaines d'illustrations, donc il fallait aussi que ça puisse se faire bien.
Donc ça a été une première phase d'en discuter ensemble, de faire quelques petits tests. Et après, ça a roulé tout seul. Peut-être la partie qui a été la plus difficile, sur laquelle on a beaucoup travaillé, et pour le mieux, c'est sur la couverture. Si je remonte la boîte qu'on a ici. Oui, on l'a beaucoup montré aussi. Donc là où il fallait, donc ça, on a travaillé avec Naiad sur les personnages et sur la couverture, et c'est les éléments qui ont nécessité le plus d'aller-retour, parce que les personnages, même sur les plateaux de jeu, sont quand même assez grands, assez détaillés par rapport aux cartes de monstres, et il fallait vraiment qu'on s'aligne sur ces personnages sont le personnage de Dead Cells, mais pas tout à fait, parce qu'il y en a 4 et que c'est pas tout à fait le même. Et après, pour la couverture, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit reconnaissable du premier coup d'œil, où on va reconnaître les couleurs du key art principal qui était sur la plupart des boîtes et que la plupart des gens ont vu. Mais pour certaines personnes, ils penseront qu'ils regardent la même image, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas le même style graphique pour le personnage, ni pour le décor. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont changés, mais il fallait qu'on le reconnaisse tout de suite. Donc là, il y a eu beaucoup d'allers-retours, et je pense que Naiad s'est arraché quelques cheveux là-dessus, parce que on a vraiment mis longtemps à se régler pour que tout soit exactement comme tout le monde voulait, que ce soit au niveau de qualité et que nous on voulait, que ce soit au niveau de qualité que Motion Twin voulait, et que ça corresponde bien à l'image du key art. Donc ça a été sans doute l'image qui a été la plus compliquée à faire, mais je pense que personne ne le regrette, parce qu'au final, on a vraiment quelque chose dont on est super content, quoi. Ouais, nous, c'est le seul moment où mes collègues du marketing sont passés en mode berserk, parce que c'est un peu l'image, c'est le point principal c'est le point principal avec l'identité de Dead Cells et ce que eux ils font dans le marketing autour du jeu tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc là-dessus, il y avait des attentes pour que, en fait, on voulait aussi que le jeu de plateau puisse profiter de l'identité du jeu vidéo, qu'on puisse les reconnaître, pas uniquement d'un point de vue très pragmatique en disant il faut qu'on reconnaisse parce que comme ça nous on va vendre plus de jeux vidéo. C'était aussi histoire de dire qu'il s'est pas fait ce jeu-là pour rien, et que l'inverse soit vrai, et que du coup il y ait une identité qui soit reconnaissable de l'un à l'autre. Nous, d'un point de vue auteur, vraiment, on a même quasiment pas ressenti ça, quoi. Les seuls trucs qu'on a entendus, c'est quand Manu nous disait, il va falloir que je fasse valider ça, mais continuez à avancer de votre côté. Moi, je valide, et revenait, il disait, c'est bon, c'est validé. On n'a vraiment jamais eu des choses qu'on a pu avoir sur d'autres projets Kaedama où c'était plus long, qu'il fallait refaire des choses parce que c'était pas validé, donc on devait rétro-pédaler et tout ça. C'est des choses qu'on n'a jamais eu à faire sur Dead Cells. Et on a eu quelques petits conseils et quelques petits retours en termes de game design, notamment sur le système de progression évolutif. Mais pareil, c'était toujours assez léger, bien fait, et puis dans attention, nous dans l'ADN de Dead Cells, on voit ça. Si ça vous semble pertinent, vous pouvez aller dans telle direction. Donc c'était pas très intrusif par rapport à ce que effectivement on a pu vivre sur des projets où c'était chiant, en fait. Et surtout, on va valider toutes tes blagues, Corentin. Je sais pas si c'était une bonne idée. Faut qu'on parle de ces blagues, d'ailleurs, elles sont toutes validées, elles sont toutes finales. Je suis pas sûr de les avoir toutes vues. Mais moi j'en mets plein dans mon taf, c'est moi qui écris les textes, et du coup j'en mets plein aussi, donc ça devrait aller. Alors, on va pas vous retenir davantage. Quand même une question pour finir ce petit échange essentiel. Maintenant que vous êtes les 4 auteurs réunis, on peut savoir c'est qui le vrai auteur du jeu. On veut l'info Ludo. C'est Ludovic et Ludo, évidemment. Non, clairement, le leader sur le projet, c'est Corentin. Corentin, c'est le chef, c'est notre maître à tous. Mais c'est intéressant parce qu'en termes de fonctionnement, parce qu'on peut un peu l'évoquer, parce que c'est un truc qui est assez classique, mais c'est dur d'avoir un projet où on travaille tous les 4 dessus. Et là, en l'occurrence, en termes de structure, à un moment, j'ai eu le lead sur le projet où j'ai posé un peu les grandes bases de mécanique, qui ont été bouleversées entre-temps, mais qui ont posé un peu le truc. Et puis je suis allé voir les copains, en leur disant, regardez, j'ai fait ça, il faut qu'on en parle. Et puis ils m'ont dit c'est nul, et puis on a changé plein de trucs. Puis j'ai revu un peu ma copie, et puis on a fait quelques allers-retours comme ça. Et à un moment, quand on est tombé dans le gros du développement où il fallait faire beaucoup de parties, tester, changer très très vite les choses, c'est effectivement Corentin et Antoine qui ont pris un peu le lead parce qu'ils sont tout le temps à la cafetière et ils se voient régulièrement. Et donc c'est eux qui font l'équilibrage fin, qui ont ramené des choses sur la progression. Mais fondamentalement, il y a toujours des moments où on peut pas être impliqué tous les 4 parce qu'on n'est pas au même endroit. Et fondamentalement, on discute de chaque décision majeure et chaque grosse décision mécanique ont été prises. Mais à un moment, on va pas, Corentin et Antoine, ils vont pas attendre que Ludo et moi soient dispo pour dire, on a pensé ce zombie là, on pourrait lui donner 3 points de vie au lieu de 2, ça vous convient? Je sais pas, quand même, ok.
Donc forcément, à un moment, ça avance pas tous les 4 ans. Mais vraiment, clairement, c'est une question boutade et on s'en fout complètement de qui est. On est Kaedama en fait. Donc, on est tous les 4. C'est ce que je dis. Parce que Ludo était beaucoup chalet et à chaque fois je lui dis arrête de travailler sur Dead Cells. De toute façon, ils vont vouloir mettre leur nez dedans. Essaye de laisser du temps pour les autres. Non mais on le dit souvent, le poids d'une idée, on peut pas vraiment le définir. Donc effectivement, peut-être que lui doit passer. Et encore, puisqu'on le calcule pas, ça moins de temps horaire dessus, mais le moment où il a eu les bonnes idées qui ont fait basculer le prototype, pareil avec Théo, enfin. Tout Ludo. C'est, évidemment, Ludo, il bascule généralement. Scorpion, il m'a invité Ludo, ok. Bah oui. Je vais vous donner 2-3 idées, puis je repars. Résume, c'est un peu genre premier prototype. Bah, moi, j'ai ramené un truc nul, et puis Ludo l'a changé en bien. Puis après, vous avez commencé à faire des itérations nulles, et puis Ludo les a transformées en bien. Ouais. Puis là, on attend qu'ils finissent, quoi. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas terrible, vous avez bien résumé le processus, effectivement. Sur les illus, je crois qu'il a pas mal retouché aussi. Ouais. Oui. Maintenant, on peut le dire, parce que, généralement, Ludovic Maublanc et Nayad. Ouais. Voilà, c'est dit. Mais dans la dynamique, il y a quelque chose d'intéressant. C'est vrai que nous, on échange essentiellement avec Corentin et avec Antoine au jour le jour, quand on pose des questions ou quand on travaille. Mais il y a au moment clé, ils sont là tous les 4. Par exemple, c'est en septembre que vous êtes venus ici. En septembre, on s'est tous réunis donc à Montréal pour travailler pendant une semaine, et les 4 étaient là. Et il y a une dynamique qui est très intéressante parce que sur les grosses décisions, on voit le poids de chacun et comment ça se met en place, et que c'est là que ça se clique les éléments qui manquent, etc. Donc, je constate ça, cette avancée à tous les jours avec Corentin et Antoine, et les moments clés où tu as toute la dynamique de groupe qui se met en place, où chacun a ses propres sensibilités, et c'est là où ça vient se mettre en place. Des génies, quoi. Ça sera le mot de la Merci à tous d'avoir partagé ce petit moment d'échange avec nous sur la création du jeu Dead Cells. Puis peut-être qu'on a créé quelques envies aussi, parce que c'est intéressant d'avoir le regard des créateurs derrière, des créateurs qui sont nombreux, parce qu'il n'y a pas que les auteurs qui rentrent en compte, on l'a bien compris. C'est toute une équipe. Oui, c'est tout le temps, c'est systématiquement collectif, hein. Même si on est un seul auteur sur un jeu, de toute façon, il y aura des éditeurs, des illustrateurs, et éventuellement des ayants droit, etc., etc. Et comme d'habitude, on met tous les liens en description de cette vidéo pour trouver la page du Kickstarter pour pouvoir pledger le jeu si jamais certaines personnes qui nous regardent sont convaincues. Merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt. Elle est pas en direct. Merci. À bientôt.